Bonjour à tous les amis, ici Kikou et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur le général suivant de Commander 2017, Arabo. Cette fois-ci on l'a fait un peu différemment. J'ai récupéré une liste d'Asimov et une liste de Moondust et avec leur accord je vais les comparer. Pour ça on va commencer par examiner vite fait le général. Il coûte 5 et globalement il colle des tartes une fois sur la table. Mais ça à la limite on s'en fiche. La ligne importante c'est qu'à chaque tour il donne +3/+3 à un chat attaquant même depuis la zone de commandement. Du coup, on veut une masse critique de chats pour activer la capacité à tous les tours et coller des tartes. Ensuite, on peut envisager un peu de protection pour ces petits chatons. S'ils empalent des bloqueurs ou collent des tartes, c'est bien. Ça fait avancer notre plan de jeu aggro, ça fait du CA et du tempo. Ce qui est moche, c'est si on s'empale sur un anti-bet. Du coup, c'est du 1 pour 1 sans trop de gain de tempo et on gaspille l'activation d'Arabo du tour. Faut aussi faire super attention à des cartes qui permettent de gérer un attaquant par tour comme Mer des Runes, Jid d'Umezawa, Maze of It, Sinistre Lavamentien et bien d'autres. Sans surprise, les deux decks sont des jeux aggro-chat. On va pouvoir voir que la version d'Asimov est très all-in, pendant que celle de Moondust vise plutôt la stabilité et la qualité individuelle des cartes. On commence par les tours 1, avec chez Asimov 13 chats et une Mer des Runes. On peut pas jouer plus de chats à 1 et ils y sont tous. 13 de toute façon, c'est un peu le nombre magique en Duel Commander. Ça donne des stats acceptables d'en avoir un en main de départ. En mettre plus, c'est bien sûr plus sûr, mais beaucoup de decks s'en contentent. Le seul chat qui pourrait poser un peu question ici, c'est le jaguar bondissant à cause de l'écho. Il pourrit un peu notre tour 2. Si on a une deuxième carte à 1 dans la main de départ, ça peut passer, mais sinon c'est un handicap. On pourra pas curver tranquillement notre tour 2 après. Le truc, c'est qu'avoir une 5-5 attaquante dès le tour 2, c'est tellement fort que le jeu en vaut globalement la chandelle. Mer des Runes, c'est une carte formidable dans l'aggro qui rentre ici parfaitement dans le plan de jeu. On protège nos chats pour s'assurer que le pouvoir d'Arabo ne soit pas gaspillé sur un anti-bet. Chez Moondust, on retrouve les 14 mêmes cartes, mais en bonus le garde du corps bénévolant, qui occupe le board et protège les chats. Les deux meilleurs fournisseurs de mana dans les couleurs ont la qualité d'Oiseau de Paradis et Pèlerin d'Avacine, et enfin le tracker d'Ulvenwald, qui en vert peut facilement abattre des bêtes adverses, et encore plus quand on a un pouvoir comme celui d'Arabo. Que de très bonnes cartes donc. Il joue la carte de la stabilité, il va plus rarement mulliganer faute d'avoir grand chose de pertinent à jouer en début de partie. Et on pourrait dire que ça se paye sur des slots plus massifs, mais les cartes restent de très bonne qualité. Il mange essentiellement sur les sorts et les chats à 2. Asimov joue 12 chats à 2. Là encore, il maximise les chances d'avoir un chat sur table, quitte à prendre des risques niveau stabilité avec plusieurs chats qui demandent 2 blancs dès le tour 2, alors qu'on aura plus facilement un blanc et un vert. Il va jusqu'à jouer des chats vanilla très moyens, comme le Lestgriffe d'Orekos ou le Scramazax de la 6ème bande, qui sont là purement pour être des 6-4 pendant la phase d'attaque. On voit déjà qu'il fait le choix de mettre tous ses œufs dans le même panier pour maximiser les chances d'avoir des chatons mutants géants. Moondust a choisi de ne garder que les 6 meilleurs chats et complète avec des cartes good stuff, des cartes à 2 qui sont bonnes quoi qu'il arrive. Il fait le pari qu'il aura suffisamment de chats et qu'il peut consacrer ses cartes à autre chose. Un point clé de sa version d'Arabo sera de toute façon de jouer juste ce qu'il faut de chats, pas plus pas moins. Si vous n'avez pas de chat sur la table, vos activations de général sont gaspillées. A l'inverse, vous ne pouvez en booster qu'un par tour, donc plus d'un chat sur la table à la fois, ça vous apporte rien. Son choix de tour 2 illustre bien une dynamique intéressante du deck. La capacité d'Arabo donne envie de tuer des chats. Mais si on dépense nos anti-bêtes sur les chats, on n'est pas en train de les consacrer à gérer des cartes comme Gadok, Talia ou Voix du Renouveau qui peuvent vite devenir de vrais plays. C'est encore plus vrai dans son choix de cartes à 3 avec des cartes comme la nouvelle Talia, Traqueuse infatigable, Chevalière du Reliquaire. Ce sont typiquement les cartes qui vont casser la baraque si on les ignore. Son adversaire va donc se retrouver avec des vrais choix cornéliens, je tue les bonnes cartes ou les chats géants mutants. C'est un peu VDM. Je note un autre choix assez formidable, le Railleur Renégat. Vous attaquez, votre adversaire joue son anti-bet pendant la phase d'attaque pour éviter de prendre 4 gratuitement. Bim, en une carte, vous récupérez votre chat et vous posez une 3-2. Ça fait du CA, du tempo, de la présence sur le board, la totale. Il a qu'un seul slot à 4, c'est le Colosse Caméléon. Globalement, c'est juste un steak, mais alors ça, il le fait vachement bien. Protection contre le noir, c'est toujours agréable, notamment contre les anti-bêtes. C'est une 4-4 de base qui passe 7-7 sur Arbo et 14-14 sur sa capacité. Le genre de truc qui plie des games. Chez Asimov, son plan de jeu est un peu le même que Rafik Poison à l'époque des 30 points de vie ou en moderne. On pose un bon attaquant et on va enchaîner tous les boosts et les sorts de protection pour tenter de tuer tour 3-4. Là, il sacrifie totalement la qualité individuelle des cartes pour maximiser à fond l'explosivité. Croissance mutagénique, lame de fond, berserk, pétale de lotus, ça rappelle vraiment les decks poison en moderne, legacy ou paysan. Ce sont vraiment des cartes qui habituellement ne dépassent pas le limité et qui sont exceptionnellement jouées dans les archétypes poison qui cherchent à tuer avant le tour 4. Il couple ça avec tous les sorts de protection possibles et imaginables en allant jusqu'à mantra de respect, pour braver les éléments. Si la partie dure, il n'a aucune chance car la qualité individuelle des cartes est trop faible. Son plan clair et avoué, c'est de dérouler le mec en 10 minutes. Ça passe ou ça casse. Pas de gestion, vraiment que du dégât, de la protection et un peu d'évasion avec rancœur, faveur du griffe ou frappe du prédateur par exemple. Il se trouve au final même à être léger en créature.
il en joue que 27 contre 42 en face. L'un des risques, c'est d'avoir plein de boosts et de protection en main, mais rien sur quoi les jouer sur table. Côté Moondust, par contre, on reste vraiment sur le plan good stuff. Une créature, ça va toujours au minimum occuper le board et pouvoir coller des points. Il joue les meilleurs sorts de protection, ceux à 1, les meilleurs sorts de gestion, des cartes ouf de puissance tout court comme Pince-Crâne, Jiddu Mezawa et Vague de Parallaxe, et une petite concession au plan all-in avec Berserk quand même. La seule évaluation, c'est Rancœur. Après tout, si son adversaire perd des bloqueurs à la chaîne, c'est très bien, ça lui va en fait. Lui ne vise pas l'early game. L'idée, c'est de mettre une pression de fou avec les chats à 1 et éventuellement à 2, qui force son adversaire à se mettre sur la défensive, à prendre de mauvais trades, à sacrifier en tempo et en card advantage, et derrière, il enchaîne avec des cartes de très bonne qualité pour vraiment conclure la game pendant le mid-game. Ce sont vraiment deux manières totalement différentes d'exploiter cette même capacité du général. L'un cherche l'explosivité, c'est risqué mais si ça passe, la partie est pliée en 5 minutes. L'autre maximise l'impact en termes de tempo et de CA pour qu'arriver en mid-game et face à la qualité des autres cartes que tu n'as pas eu le temps de gérer, tu finisses par y passer. Niveau terrain, on passe rapidement sur les différentes sources de blanc et de vert. Je mentionnerai juste Cité d'airain et Confluence de mana, qui ne sont pas des slots évidents, mais qui assurent encore une fois la stabilité. Asimov joue Mute Caveau en tant que chat supplémentaire et des boosts supplémentaires avec l'Oasis d'Ashep, Pandelavre ou Jardin des Centaures. Moondust, c'est encore du good stuff, avec Cuvette de la Yavimaya pour sauver des chats, Terre Dévastée et Port Richardin pour gérer Maze of It, et il joue un terrain de plus, encore une fois, pour la stabilité. La liste d'Asimov va punir très fort des joueurs qui ne seraient pas adaptés ou auraient gardé une main moyenne sans leur laisser la chance de revenir dans la partie. Le vilain aura du mal à atteindre sa couleur de dieu, il sera mort avant. La liste de Moondust, ça va demander plus d'efforts, de vraiment bien jouer autour de la gestion et des bloqueurs adverses, et donc plus difficile à prendre en main, mais je pense vraiment qu'elle permet de gagner un éventail plus grande partie de match-up. Voilà, c'est tout pour cette deck tech comparative, j'espère que ça vous a plu. Merci encore à Asimov et Moondust pour avoir chacun donné une liste et accepté que je fasse cette vidéo de comparaison. Les liens des listes sont en commentaire. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les forums Facebook. Vous pouvez aussi partager ou liker la vidéo si ça vous a plu. Merci à tous et bye bye!